je cède la parole au coordonnateur du programme Apprendre pour le cadrage de l'événement. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci. Bonjour à toutes et à tous, monsieur le ministre, messieurs les directeurs généraux, monsieur le directeur adjoint, madame la directrice régionale. C'est un honneur d'être ici cette semaine. Effectivement, il a été rappelé que plusieurs événements allaient être organisés ici à Madagascar. C'est un honneur d'être ici avec vous pour partager, comme le ministre l'a dit, effectivement des réflexions sur différentes thématiques. Lundi et mardi, nous allons travailler plus particulièrement sur l'enseignement au développement durable. Mercredi, jeudi, nous aborderons plus spécifiquement avec le ministère de l'Éducation les questions d'innovation pédagogique. Et vendredi, donc, une réunion de notre conseil scientifique qui viendra conclure effectivement tous les échanges que nous aurons entre décideurs qui pourront mettre en pratique donc les travaux qui auront été discutés avec les chercheurs, les représentants donc des ministères concernés, mais également les praticiens, les chercheurs qui viennent d'autres pays pour partager leurs propres expériences. Nous avons souhaité de faire cet événement un événement régional. Nous avons ici également des représentants des Comores et de Maurice, puisque le programme Apprendre au sein de l'océan Indien intervient également auprès de ces ministères, mais nous avons également des communicants qui viennent d'autres pays du programme Apprendre. Nous avons le Maroc, le Sénégal et bien d'autres pays qui viendront donc partager leur expérience sur l'implémentation donc de l'éducation au développement durable dans leur curricula. Je vais être assez bref, je vais revenir sur le programme Apprendre. Donc le programme Apprendre est un programme financé par l'Agence française de développement à hauteur de 20 millions d'euros. L'Agence universitaire de la francophonie, représentée ici par sa directrice régionale, donc, est en charge de la mise en œuvre de ce projet qui a pour objectif principal d'appuyer les 26 ministères de l'éducation primaire et secondaire donc dans l'amélioration des pratiques enseignantes. Donc je vais reprendre. Je rappelais l'objectif principal du programme Apprendre, c'est donc d'appuyer les ministères de l'Éducation dans l'amélioration de la qualité. Nous avons différentes modalités pour atteindre cet objectif. Nous avons une réponse contextualisée aux besoins spécifiques exprimés par les ministères partenaires. Donc nous appelons ça des PTA, des plans de travail annuels. Nous reviendrons plus particulièrement avec notre point focal ici présente, Madame Elicanto, qui est donc directrice des curricula au sein du ministère de l'Éducation, où nous avons des actions spécifiques auprès de Madagascar. Nous avons une deuxième composante dans laquelle s'inscrit également cette intervention, qui est un appui à la méthodologie et à la structuration de la recherche dans les pays dans lesquels nous intervenons. Nous avons mené différentes actions pour la structuration de la recherche. Nous étions récemment à Yaoundé pour la restitution des travaux portant sur la transition école-collège. Donc là aussi, ce sont des problématiques que l'on pourra retrouver également sur les curricula, sur les programmes et l'introduction ou le développement justement de l'éducation au développement durable. Et nous avons une troisième composante. Merci. Pardon. Nous avons une troisième composante sur lesquelles nous intervenons également sur des actions transversales, ce qui nous permet effectivement avec les différents acteurs, une fois de plus, les décideurs, les chercheurs, les praticiens, de pouvoir échanger et de proposer, recommander donc des solutions auprès donc, de nos partenaires. Le programme Apprendre donc, a débuté en 2018 et dans sa phase actuelle se terminera en 2024.
je peux déjà l'annoncer, hein, l'AFD nous a octroyé une nouvelle enveloppe et nous les remercions pour les 3 prochaines années. Non, c'est... nous avons donc, sur les 26 pays dans lesquels nous sommes intervenus, nous devions intervenir, nous sommes déjà intervenus sur 24 des pays, nous avons mené plus de 300 activités et nous avons touché plus de 7500 bénéficiaires directs. Ce sont, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais ce sont des conseillers pédagogiques, des inspecteurs, et nous estimons à plus de 1 million donc de bénéficiaires indirects qui auraient été impactés par nos interventions, ce qui fait effectivement que l'effet de levier est relativement important. Et surtout, les conseillers pédagogiques et les inspecteurs ne sont peut-être pas les cibles prioritaires, on va dire, des PTF, qui interviennent plutôt sur des formations de masse auprès des enseignants. Donc, intervenir sur ces acteurs indispensables de l'éducation nous permet effectivement de démultiplier et disséminer toutes nos interventions. J'en parlais tout à l'heure, notre appui à la structuration de la recherche. Nous avons mené 4 appels depuis 2018 sur différentes thématiques. Éclairer les politiques éducatives, la transition école-collège, j'en parlais tout à l'heure. Les enseignements en environnement bilingue sur les 26 pays du programme Apprendre. La plupart, effectivement, rencontrent cette... problématique, en tout cas, dans des contextes multilingues. Nous avons appuyé également un dernier appel qui porte sur l'entrée et le maintien des enseignantes et des enseignants dans le métier. Plusieurs équipes malgaches ont répondu à ces appels et nous avons soutenu par exemple l'ENS et l'Université catholique de Madagascar. 46 recherches-actions ont ainsi permis d'échanger sur des idées, sur des recommandations tout au long de ces recherches. Et près de 400 chercheurs ont été appuyés. Et comme je le disais également, nous avons restitué les travaux au cours de 3 séminaires en 2022 à Dakar, 2024, c'était en février, à Yaoundé, et au début de l'année 2025, nous aurons notre dernière restitution sur l'entrée et le maintien des enseignantes et des enseignants dans le métier. Ce qui a permis, ce qui est aussi l'un des objectifs quand on appuie la recherche, la structuration de la recherche, c'est de partager les résultats de ces recherches, et plus d'une cinquantaine d'articles scientifiques ont été publiés dans des revues internationales, ce qui a permis effectivement de partager les résultats de ces recherches. La dernière composante, et je m'arrêterai ici, ce sont toutes nos actions transversales. Vous en connaissez peut-être certaines, comme le MOOC Certischool, où plus de 50 000 personnes ont participé à l'amélioration des pratiques des TIS au quotidien. Pareil, des équipes malgaches, comoriennes et mauriciennes y ont participé. Apprendre Evalang, notre test de français, où nous avons mené notre pilote à Madagascar l'année dernière, ce qui nous a permis d'évaluer, de tester le niveau de français d'une centaine, plus de 400 enseignants, et d'apporter des solutions à l'amélioration de l'usage du français dans l'enseignement. Je vais m'arrêter ici, c'était pour vous faire un point sur l'avancée du programme Apprendre, qui continuera, et Madagascar restera bien sûr l'un des grands bénéficiaires de notre intervention. Et je vais passer la parole à monsieur Jacques Marchand, de notre conseil scientifique, qui va plus particulièrement parler de cet événement. Oui, monsieur le ministre, monsieur le directeur général, madame la directrice régionale, mesdames et messieurs, alors je voudrais qu'on présente la première diapo. Je sais pas.
Donc, il y a eu tout un travail au sein du conseil scientifique du programme Apprendre avec la coordination pour essayer de construire cet événement et cette réflexion. Et on a estimé nécessaire de faire partager ces réflexions. Et notamment, nous avons pu faire un petit peu l'inventaire de très nombreuses initiatives déjà lancées par le système des Nations Unies autour de la promotion de l'éducation au développement durable, et ceci dans la dynamique de l'adoption des 17 objectifs de développement durable donc, en 2015. Est-ce qu'on peut... Ah oui, c'est moi qui suis censé passer. Voilà, donc la première partie, c'est plutôt le contexte et l'agenda international, avec le rappel de ces initiatives des Nations Unies, donc une grande initiative pour la transformation de l'éducation, et puis la généralisation de ce qu'on appelle l'EDD, éducation au développement durable, et ce qu'on appelle aussi maintenant le CC, l'éducation au changement climatique, sachant que l'ECC est en fait aussi une déclinaison de l'EDD. Voilà. Donc, quelle est l'articulation entre les objectifs de développement durable et puis l'éducation au développement durable? Donc là, ce sont des définitions qui viennent du système des Nations Unies. L'EDD donc, est tourné vers les 17 objectifs de développement durable adoptés en 2015. Elle vise à procurer aux apprenants de tous les âges donc les connaissances, les compétences, les valeurs, le pouvoir d'action qui sont nécessaires pour relever les défis mondiaux interconnectés comme le changement climatique, la perte de la biodiversité, l'utilisation non durable des ressources et les inégalités nord-sud. Il s'agit aussi de permettre aux apprenants de prendre des décisions éclairées et d'agir à titre individuel et collectif pour transformer la société et prendre soin de la planète. Il s'agit d'engager un processus d'apprentissage tout au long de la vie qui fait partie intégrante d'une éducation de qualité. L'éducation donc, au développement durable améliore les dimensions cognitives, socio-émotionnelles et comportementales de l'apprentissage. Elle englobe le contenu et les résultats de l'apprentissage, la pédagogie et l'environnement d'apprentissage. Donc c'est une compréhension extrêmement large de l'éducation au développement durable que le système des Nations Unies et notamment l'UNESCO ont souhaité promouvoir. Donc le DD est par nature transdisciplinaire et fondé sur des valeurs de solidarité, on pourrait dire aussi d'égalité et d'inclusion sociale. Compte tenu des évolutions du climat, et notamment de l'action internationale sur le climat, le DD s'est orienté ces dernières années vers des interactions générées à partir des enjeux climatiques et de biodiversité. Et donc, voilà, je vais essayer. Donc le rôle des Nations Unies est, comme je le disais, assez structurant. Il porte à la fois sur des prescriptions concernant l'organisation et la structuration de l'éducation au développement durable. Il y a aussi un travail de collecte de données pour aider les pays à établir le diagnostic de leur situation du point de vue de l'EDD et la production donc, de rapports diagnostiques nationaux que l'on peut trouver en ligne à partir des sites des Nations Unies. Et vous aurez tous les liens à la fin du document Word que vous trouverez dans vos clés USB. Et donc, notamment, diagnostic sur la prise en compte de l'éducation au changement climatique dans les systèmes éducatifs nationaux. Ils ont examiné les programmes, les curricula, les systèmes de formation aussi des enseignants. Et puis, on a aussi des diagnostics thématiques sur certains aspects, et notamment le fait que le changement climatique induit des déplacements de population.
qui évidemment affectent le droit à l'éducation des enfants des familles concernées. Donc il y a une production importante de données du système des Nations Unies sur des aspects tels que celui-ci. Il y a un appui au pays pour l'intégration de l'EDD au curricula et aux politiques éducatives, et puis partenariat pour une éducation verte. On reviendra sur ce point. Une étape importante a été l'adoption de la déclaration de Berlin en 2021. Parmi les 12 engagements que les pays ont pris à cette occasion, donc, il s'agit de faire de l'EDD un élément fondamental des systèmes éducatifs à tous les niveaux, donc du préscolaire jusqu'à l'université, avec une action environnementale et climatique comme composante essentielle des programmes scolaires, tout en maintenant une perspective holistique. Il y a aussi une orientation pour intégrer l'EDD dans l'ensemble des niveaux des systèmes éducatifs. Volonté aussi de promouvoir l'égalité et le respect des droits humains à tous les niveaux, qui sont intrinsèquement contenus déjà dans la formulation des 17 objectifs du développement durable. Et on reconnaît le rôle crucial des enseignants dans la promotion de l'éducation au développement durable. Et donc un appel à investir massivement dans le développement des capacités des enseignants et des autres personnels de l'éducation à tous les niveaux pour que l'approche globale de l'EDD et de l'éducation au changement climatique soit mise en œuvre. Une autre étape a été en 2022 le sommet des Nations Unies pour la transformation de l'éducation. Donc il s'agit de transformer les systèmes éducatifs pour qu'ils contribuent pleinement à la recherche de solutions à la crise climatique et environnementale mondiale. Donc il y a un appel à des concertations nationales et à des prises d'engagement de la part de tous les pays. Les appels à l'action ont porté notamment sur les thématiques l'éducation en situation de crise, résoudre aussi ce qu'on appelle la crise des apprentissages, dans le fait qu'une partie importante des enfants n'acquièrent pas les compétences attendues, l'apprentissage et la transformation numérique, l'égalité de genre, donc promouvoir l'égalité de sexe, et des écoles inclusives, équitables, qui soient sûres et saines, l'apprentissage et les compétences pour vivre, travailler et promouvoir un développement durable. Évidemment, une thématique sur les enseignants et la profession enseignante, et puis la thématique du financement de l'éducation, sans laquelle on ne pourra pas disséminer l'éducation au développement durable. Alors, une étape importante suivante a été la COP 27, donc, qui s'est tenue en Égypte en novembre 2022. Et là, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un appel des jeunes, donc une expression forte de la jeunesse et des éducateurs pour l'action climatique mondiale. Et l'objectif de l'UNESCO était d'accélérer l'intégration et la mise en œuvre de l'éducation climatique dans son travail sur l'éducation au développement durable, et de donner la parole aux jeunes, donc les jeunes et les éducateurs pour l'action climatique mondiale, qui exigent une éducation climatique de qualité. Et donc les jeunes deviennent acteurs en fait de cette éducation. Les organisations de jeunesse, avec les organisations d'enseignants, sont fortement mobilisées. Voilà, la COP 28, décembre 2023, donc aux Émirats arabes unis, c'est l'adoption d'un cadre d'action pour l'éducation au changement climatique. Et donc on souligne à nouveau le rôle essentiel de l'éducation pour préparer chaque apprenant au changement climatique. On analyse aussi l'impact du changement climatique sur les déplacements de population et le droit à l'éducation. Et à cette occasion a été disséminée la déclaration sur l'éducation et le changement climatique, signée par 39 pays et qui constitue un cadre d'action permettant au système éducatif de mieux résister à la crise climatique, notamment en s'adaptant aux risques et en impliquant les apprenants dans les efforts visant à réduire l'impact des changements climatiques sur les systèmes éducatifs,
et en garantissant le financement nécessaire pour construire des systèmes éducatifs résilients. Voilà, l'objectif de cette déclaration sur l'éducation et le changement climatique, c'est de faire véritablement de l'éducation une partie de la solution à long terme à la crise climatique, et donc de promouvoir ce qu'on appelle l'éducation verte, à travers donc différentes actions, renforcer l'engagement politique des pays en faveur de l'éducation verte, donner aux enseignants et aux apprenants les moyens d'agir par la connaissance, les compétences, les attitudes et comportements nécessaires, créer des opportunités d'action en synergie pour ce qu'on appelle verdir à la fois les écoles, les programmes scolaires, les capacités des enseignants et les communautés, partager des bonnes pratiques et puis mettre... voilà, là et on va revenir un petit peu sur ces points. Donc l'UNESCO anime un petit peu ce qu'on appelle un partenariat pour une éducation verte, lancé en 2022. Donc c'est un appel à une action puissante, coordonnée, globale pour préparer les apprenants à acquérir les connaissances et compétences nécessaires, les valeurs et les attitudes. La modalité principale, c'est une plateforme collaborative qui vise à favoriser les synergies entre gouvernements, organisations intergouvernementales, sociétés civiles, organisations de jeunesse, universités, acteurs de la société, enfin, du secteur privé. Voilà, 80 pays participent en 2023 et il y a 4 domaines qui vont être détaillés un petit peu après. Voilà, donc ces 4 domaines constituent en fait 4 piliers de ce qu'on appelle, ce que l'UNESCO appelle l'éducation verte. Le pilier 1, les écoles vertes, c'est un nouveau standard de qualité pour à la fois la gestion des établissements avec des actions concrètes pour une école plus écologique, impliquant tous les acteurs de la vie scolaire. C'est la gestion des déchets, c'est l'alimentation scolaire, c'est aussi les comportements et attitudes, c'est toutes les animations que l'on peut faire aussi sur le site scolaire, donc qui impliquent les chefs d'établissement. Le second pilier, c'est les programmes, donc que les contenus intègrent un maximum d'informations sur le développement durable et le changement climatique. Le troisième pilier, évidemment, c'est la formation des enseignants sur ces aspects-là. Et le quatrième pilier, c'est l'implication des communautés au sein des établissements scolaires pour, à la fois, comme le disait Monsieur le ministre, faire participer les communautés et faire que les élèves puissent sensibiliser les familles, les foyers, sur tous les enjeux de développement durable du climat. Et l'exemple du reboisement est très important. Il y a d'autres exemples sur l'eau, sur la gestion des déchets, sur le respect de la biodiversité. Tous ces points-là sont absolument essentiels et doivent être travaillés avec la communauté d'appartenance des enfants. L'UNESCO a aussi mis en place pas mal d'appuis très concrets. Donc il y a des modules d'éducation au changement climatique. Ils ont aussi procédé à l'évaluation des cadres curriculaires dans 108 pays et des plans sectoriels de l'éducation pour voir qu'est-ce qui existe sur l'éducation au développement durable ou bien l'éducation au climat. Et le constat, c'est qu'il y a énormément à faire. Il y a beaucoup de pays qui ont encore assez peu de choses en fait, dans leur programme sur ces questions-là. Donc il y a un gros travail à faire et pour lequel d'ailleurs l'UNESCO propose aussi des appuis à la révision et à la reformulation de ce qu'on appelle les cadres d'orientation curriculaire, donc qui permettent ensuite de définir les programmes et les méthodes d'enseignement pour y intégrer les aspects développement durable et climat. Et puis une grosse enquête de l'UNESCO avec l'organisation des enseignants, essayer de connaître les motivations et le degré d'information des enseignants sur ces problématiques-là. Voilà, il y a de nombreuses initiatives nationales et internationales. Donc, je viens de parler de l'International de l'éducation, qui regroupe plusieurs centaines de syndicats d'enseignants à travers le monde.
On reviendra pour présenter plus en détail ce qu'ils ont proposé. Le monde universitaire et de la recherche s'est mobilisé, y compris l'AUF. J'ai vu notamment, il y a un projet éducation ouverte pour un développement durable euro-méditerranéen. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. De nombreuses ONG et agences spécialisées sur les enjeux climatiques. Je peux citer l'Office for Climate Education, la fresque du climat. Mais on a aussi dans la salle des ONG qui agissent à Madagascar et qui sont très engagées sur ces thématiques. Et puis surtout, ce sont les ministères de l'éducation qui définissent et mettent en œuvre des stratégies nationales sur l'éducation et le développement durable et qui mobilisent la formation des enseignants. L'International de l'éducation a élaboré donc un manifeste pour une éducation de qualité au changement climatique, un guide de plaidoyer en faveur de l'éducation, donc à l'usage des enseignants, un appel aussi aux syndicats d'enseignants pour qu'ils s'impliquent dans le débat au sein de chaque pays autour de la formulation de ce qu'on appelle les contributions nationales, enfin les contributions déterminées au niveau national, qui sont prévues dans le cadre des accords de la COP, et à être force de proposition pour l'éducation au changement climatique. Voilà, plus une étude bilan sur 140 pays qui montre qu'il y a encore énormément de choses à réaliser, et puis la création d'un réseau climat au sein de l'International de l'éducation. Voilà, les ministères donc, se mobilisent, les ministères de l'éducation. Ce sont eux principalement et en lien avec les ministères en charge de l'environnement dans les pays qui peuvent mener et concevoir des actions systémiques sur l'ensemble de leur système éducatif. Donc il y a des stratégies nationales d'éducation et développement durable, des circulaires aux établissements. Parfois, dans certains pays, il y a des éco-délégués. Chaque classe, par exemple, en France, a un éco-délégué. Donc il y a des instructions ministérielles très précises pour faire avancer les choses. La révision, évidemment, des curricula, des programmes, des manuels. Des directives pour une gestion plus écologique des établissements, des projets d'établissement intégrant l'éducation et le développement durable. On aura des exemples au cours de l'atelier, des productions d'outils, supports didactiques, et puis la création d'événements ou le relais des journées internationales thématiques sur l'eau, la santé, la terre, etc. Et puis l'orientation scolaire, on parlait des métiers. Monsieur le ministre en parlait, lié à l'éducation, au développement durable et au climat. C'est effectivement un sujet important. Voilà, et donc ça c'est le cadre un petit peu international qu'on a découvert quand on a commencé à travailler sur ce sujet et qui a permis ensuite de préciser, de formuler cet appel à projet dont les résultats sont présentés au cours de cet atelier. Donc cet appel à projet... alors, il a été... bon, là, je vais revenir... cette diapo voulait simplement dire que le programme Apprendre, déjà par son activité, par définition, agit pour le développement durable. Et notamment le simple fait de travailler pour réduire l'échec scolaire en éducation, pour avoir des écoles plus inclusives, pour avoir des enseignants plus accompagnés professionnellement, pour améliorer les pratiques de classe. Tout ça, ça contribue aussi à une meilleure efficacité de l'éducation et donc à un développement durable. Ça, c'était pour mémoire. On a aussi considéré donc il y a un enjeu d'associer évidemment l'éducation au développement durable et au climat avec la question de l'enseignement des sciences, tout en disant par ailleurs qu'on est dans l'interdisciplinarité, mais on voit bien qu'on a besoin de scientifiques aussi pour donner de l'information fondée sur des preuves, et puis aussi pour rechercher des solutions et contribuer à faire l'adaptation des pays au changement climatique ou bien contribuer à prévenir le changement climatique par des politiques adaptées. Voilà. Alors, quand on regarde l'enseignement des sciences dans les différents pays avec lesquels travaille le programme Apprendre, on voit qu'il y a pas mal de difficultés, des signaux inquiétants et des signaux encourageants. Dans les signaux inquiétants, c'est d'abord le manque de profs. Il n'y a pas de profs de sciences formés. Il en manque cruellement.
malgré les efforts. On a parfois des contenus d'enseignement qui sont peu attractifs et je dirais qu'il y a trop peu de vocation pour l'enseignement scientifique. Et parfois, c'est au collège que l'on décourage les élèves parce que les matières scientifiques tout de suite sont considérées comme trop difficiles et pour réduire le risque d'échec, beaucoup de jeunes, et y compris à Madagascar, choisissent les filières plutôt littéraires pour garantir l'obtention du bac. Donc il y a un manque d'intérêt, il y a aussi un niveau insuffisant des élèves qui fait qu'ils ne peuvent pas comprendre souvent les enseignements scientifiques, parfois des aspects de compréhension que j'ai constatés souvent dans les classes. L'organisation scolaire peut être défaillante, du temps scolaire notamment insuffisant ou mal géré, et puis des ressources qui manquent, pédagogiques, matérielles, financières. Donc, de fait, l'enseignement des sciences est, dans beaucoup de pays avec lesquels apprendre travaille, un secteur assez sinistré. Il y a quand même quelques signaux encourageants, donc une prise de conscience fondée sur des diagnostics. Il y a des stratégies d'enseignement des sciences qui sont redynamisées dans certains pays, pas tous, et qui sont assez globales et bien construites. Il y a une actualisation aussi des curricula, donc pour avoir plutôt des domaines, plutôt que des disciplines très séparées, on a plutôt des domaines avec plus d'interdisciplinarité et des formations d'enseignants un petit peu en ce sens. Et apprendre y contribue à travers le renforcement didactique des compétences des enseignants. Et puis parfois des équipements et des ressources, mais c'est encore très insuffisant. Voilà. Alors des principes aussi que le Conseil scientifique a jugé importants. Déjà valoriser dans le développement durable ce qui est fait, donc ce que je viens de rappeler tout à l'heure. Ensuite, adopter une démarche systémique pour regarder tous ces enjeux. On ne peut pas faire du ponctuel, il faut vraiment avoir une approche globale, et je pense que les travaux vont suffisamment le détailler. Il faut aussi retenir cette approche pluridisciplinaire. On peut parfaitement faire une très efficace éducation au développement durable et au changement climatique dans des cours de langue, dans des cours, enfin voilà, dans toutes les matières quasiment, on peut travailler ces notions, les utiliser, les prendre comme exemple. Et donc il faut avoir cette approche pluridisciplinaire, interdisciplinaire. Et enfin, souligner aussi la très forte dimension d'inclusion sociale, d'égalité de genre de l'éducation au développement durable. Parce que tout l'enjeu, c'est de réduire la pauvreté, c'est de faire que les populations vulnérables soient moins affectées, qu'elles soient mieux en capacité de résister et de s'adapter au changement climatique. Donc, voilà, oui, je vais résumer peut-être voilà, l'objectif, d'accord. Donc, l'objectif était de l'initiative de faire connaître donc, au niveau international les efforts des pays en matière d'EDD et d'enseignement des sciences, de valoriser des initiatives innovantes en matière d'EDD, de partager des expériences, des savoir-faire des pays et des partenaires, notamment les partenaires de la plateforme Apprendre, plateforme partenariale, d'engager un dialogue sur les politiques d'éducation au développement durable avec les ministères. Et là, on a eu un très bel exemple avec ce qui a été évoqué pour Madagascar par Monsieur le ministre et sur la relation avec le ministère de l'Éducation. Et puis, de voir comment développer les capacités d'action et de mobilisation voilà, des écoles pour être très concret sur le développement durable et l'enseignement des sciences. Voilà, donc une démarche systémique, on l'a un petit peu intégrée, donc je vais peut-être passer parce que le temps tourne. On a consulté les pays partenaires du programme Apprendre sur un large éventail de thématiques possibles pour essayer de resserrer le champ qui a été couvert par l'appel à propositions. Et c'est intéressant de voir que le retour des ministères sur les points, notamment il y a 10 sujets qui ont été jugés prioritaires par les ministères de l'Éducation, et notamment de la question d'établir un diagnostic d'ensemble. Ensuite, comment définir et disséminer une stratégie d'EDD dans des systèmes éducatifs au niveau global. Comment formuler des projets d'établissement scolaire
orientées vers les sciences et le développement durable. Comment valoriser les innovations pédagogiques, comment illustrer aussi avec des sciences expérimentales les problématiques du développement durable en s'aidant de la démarche d'investigation et d'expérimentation. Voilà, aussi former les enseignants, construire les compétences, donc là, et puis travailler sur les ressources et disséminer les ressources pédagogiques. Et parmi les thèmes, c'est la préservation de la biodiversité, l'adaptation aux risques climatiques et puis la santé en milieu scolaire. Donc là, ça a été intéressant d'avoir ce retour des pays. Un premier bilan de l'appel à projet que vous pouvez juger vous-même parce que vous voyez les affiches qui présentent les différents projets qui ont été retenus. Donc il y a eu 33 propositions émanant de 13 pays. Donc c'est une logique d'appel ouvert à manifestation d'intérêt. Les réponses ont été plutôt individuelles de la part d'acteurs et moins d'institutions. On n'a pas eu par exemple de ministère qui proposait une réponse globale. Il y a 17 projets qui ont été sélectionnés et 12 sont présentés dans le cadre de cet atelier. Voilà. Et on aura aussi des communications de partenaires donc, dans le cadre de cet atelier. Et puis un accompagnement scientifique par le conseil scientifique a été mis en œuvre pendant 3 à 6 mois pour aider la préparation de ces projets qui ne sont pas véritablement des recherches, mais qui sont soit des comptes rendus d'activités réalisées, ou bien de l'exploitation de données déjà collectées. Voilà. Donc c'est un peu différent de ce qui a été présenté précédemment sur les recherches. Donc les 3 thématiques, vous les trouvez dans vos programmes que vous avez sous les yeux. Donc, c'est la question de la prise en compte de l'EDD dans l'évolution des curricula. Ensuite, la question des projets d'établissement. Et puis, enfin, les outils et stratégies pour la formation des maîtres. Et donc, voilà. Maintenant, je vais passer la parole au professeur Patrick Charland, qui vient nous présenter, qui fait une conférence et qui est un petit peu lié au premier thème. Et donc, voilà, qui est de l'UQAM, qui est un expert, à la fois un expert à prendre, qui fait partie de la chaire UNESCO sur les curricula et qui appuie les pays sur ces questions curriculaires. Et donc, à vous la parole, professeur. Merci beaucoup, merci à vous. Ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui à Madagascar. Il y a près de 20 ans, je commençais ma carrière de professeur et mon premier atelier, ma première mission était ici à Madagascar en 2008 et j'étais très heureux de revoir Mme Elmine qui travaillait à l'époque à l'INFP et avec qui j'avais pu collaborer. Je suis aussi professeur, mais aussi expert en développement curriculaire, en didactique des sciences, et j'ai eu l'occasion et l'opportunité de travailler avec l'équipe qui est ici à la direction du curricula, Mme Elicanto, Ansha, Charles et les autres, en 2020 sur l'appui en sciences, mais avec toute une équipe de l'UQAM sur l'élaboration des nouveaux programmes d'études ici à Madagascar. Je me présente très, très rapidement pour insister sur le fait que je viens surtout en ma qualité de rédacteur des programmes d'études de sciences au Québec. J'étais alors étudiant au doctorat et j'ai commencé à titre de concepteur de programmes en sciences au secondaire, éventuellement coordonnateur de toute l'équipe, et on m'avait chargé de travailler sur le dossier sciences environnement, hein, donc de faire en sorte, dans mon mandat, d'appuyer l'équipe de rédacteurs pour intégrer dans ces programmes une dimension environnementale. Et le sens de ma présentation d'aujourd'hui est de faire, un peu comme le fait M. Marchand, une espèce de regard rétrospectif et de situer, je dirais, ces programmes au Canada et notamment au Québec dans un contexte international, mais aussi de vous présenter quelques années, hein, près d'une 20 années plus tard, les effets de l'intégration de certains de ces programmes-là, les effets positifs, mais aussi des fois les résistances et les enjeux qui ont pu être vécus, les défis qui sont associés à cette intégration des programmes.
Je veux faire cette présentation en hommage à ma directrice de thèse, Lucie Sauvé, professeure à l'UQAM, professeure émérite, retraitée maintenant, très active, très dynamique somme toute, qui a créé aussi un centre de recherche, le Centraire, et sur lequel, je vous ai mis le lien, vous allez avoir la présentation. On présente des centaines, voire des milliers de ressources, des activités scolaires et une série de textes de réflexion à l'égard de l'éducation et de l'environnement. Et je trouvais pertinent de le souligner d'entrée de jeu. Je suis un peu un disciple aujourd'hui de la grande équipe de Lucie. Je vais vous présenter d'abord un regard rétrospectif sur l'intégration des préoccupations environnementales en sciences, puis éventuellement un regard prospectif dans l'idée de s'imaginer comment on peut améliorer les choses. Malheureusement, on peut voir depuis les 20 dernières années ou les 40 dernières années que l'intégration des préoccupations environnementales ne s'est pas fait, je dirais, d'une manière complètement positive. Il y a beaucoup de défis encore et c'est vraiment dans le sens de passer outre ces défis que je terminerai ma présentation. De manière rétrospective, un peu comme le fait M. Marchand, je veux situer très, très rapidement, et on l'a bien fait ici, ma présentation dans un contexte international à travers une série de crises. D'accord? Donc, une crise, d'une part, de l'éducation, où au sommet de la transformation de l'éducation, on disait en 2022 à New York qu'il y a une crise d'équité, une crise de qualité, mais également une crise de pertinence. Et on insiste sur le fait que les nouvelles générations ne sont pas équipées en termes de valeurs, de connaissances et de compétences dont elles ont besoin pour s'épanouir dans le monde d'aujourd'hui. Et ces paroles du secrétaire général des Nations unies sont fort importantes à mon sens. D'autre part, Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, soutenait en 2023 que selon les données publiées par l'UNESCO, le nombre d'enfants et de jeunes non scolarisés a augmenté à 6 millions et s'élève à 250 millions. Et cette augmentation, de son point de vue, est d'une part due à l'exclusion massive des jeunes filles ou des femmes en Afghanistan, mais aussi, et j'insiste, et je reviendrai sur cet aspect-là en fin de présentation, à la stagnation continue des progrès éducatifs dans le monde. On assiste depuis une quarantaine d'années à plusieurs initiatives, de nombreux financements dans le développement de l'éducation, mais qu'au final, certaines formes de stagnation qui s'opèrent, et on va tenter de l'expliquer en partie et en toute humilité dans ma présentation. Évidemment, et je n'insisterai pas là-dessus, mais on est dans une crise climatique où les appels à l'action sont immenses depuis des dizaines d'années. M. Gutiérrez soulignait en 2000 à la COP en Égypte qu'on était dans une ère non pas d'un changement climatique, mais du global boiling, de la grande ébullition du climat. Et je veux aussi terminer cette nomenclature des crises à travers un regard plutôt nord-américain où, dans les années 90, les États-Unis et cette association a souligné qu'on était dans une crise aussi de l'éducation scientifique, que la plupart des élèves, même les plus brillants, n'apprenaient au final pas grand-chose d'utile à l'école en sciences, en mathématiques ou en technologie. Article clé de Osborne, Simon et Collin en 2003, qui à l'époque disait que l'école a tragiquement fait peu de choses pour stimuler l'intérêt des élèves, que l'école elle-même pourrait même être l'une des causes au déclin de l'intérêt des jeunes pour les sciences. Et c'est vraiment dans ce contexte-là que le Québec, à l'époque, s'était mis en route dans une réforme éducative, et notamment dans une réforme éducative en sciences. Pour l'OCDE, des recommandations en 2003 et éventuellement reprises en 2008 pour rénover des programmes d'éducation en sciences. On devrait les repenser de manière à ce qu'ils reflètent mieux la réalité des sciences modernes et pour mettre l'accent sur leur contribution à la société. Donc, plutôt que de former de futurs scientifiques, il y a toute une pertinence à réfléchir à l'enseignement des sciences comme un citoyen doté d'outils, des connaissances et des compétences, et qui pourra comprendre les enjeux socio-scientifiques de sa société. L'OCDE recommandait de se concentrer sur les débats et le rôle de la pertinence sociale de la science et que l'enseignement devrait se concentrer davantage sur les grands concepts et les démarches, et d'autres peuvent l'interpréter comme étant des compétences. M. Marchand a évoqué ces compétences d'investigation scientifique, plutôt que sur la seule rétention d'informations. Et comme on va le voir dans des rapports très, très récents,
on observe un peu la même chose à l'égard de l'intégration des préoccupations environnementales dans les programmes d'études, et c'est le point de vue que je vais présenter davantage. Donc, je vous présente d'abord le cas du Canada. Il faut comprendre que c'est complexe de présenter le cas du Canada, puisque le Canada, c'est 10 provinces, 3 territoires, donc 13 systèmes éducatifs complètement indépendants. Donc, de présenter un portrait canadien, c'est somme toute assez complexe, puisque les décisions, les orientations, les programmes, les manuels sont différents d'une province à l'autre. Évidemment, nous sommes au Québec. Peut-être pour présenter ce point de vue, un article qui a été publié dans la revue PLOS ONE qui faisait l'analyse des programmes d'études pan-canadiens, et on observait avec une série de couleurs dans quelle mesure ces programmes-là intégraient ou non des préoccupations environnementales et notamment des changements climatiques. On présente dans le graphique une certaine forme de densité de population et selon la densité de la couleur, bien, on voit qu'on parle de manière très légère ou de manière plus approfondie d'un certain nombre de ces enjeux. Donc, de manière globale, on voit qu'au Canada, depuis les années 2000, on a intégré lentement mais sûrement les préoccupations environnementales à l'école à travers la très grande majorité des provinces canadiennes, et ce, dans de multiples dimensions d'éducation au changement climatique ou d'éducation à l'environnement. Au Québec, on a intégré les préoccupations environnementales, je dirais, dans deux perspectives. Dans une perspective d'abord transversale, notamment par l'intégration dans les programmes du primaire et du secondaire de ce qu'on appelle de grands domaines généraux de formation, qui techniquement sont supposés inspirer les enseignants et faire en sorte que les enseignants de sciences, mais aussi de français, d'art, etc., ajoutent à leur contenu, à leurs activités d'apprentissage, des références ou en tout cas des contextes, des thématiques associées aux grands domaines de la vie, notamment la santé, le bien-être et l'environnement. On propose donc l'un de ces domaines généraux de formation-là comme étant un domaine qui s'appelle environnement et consommation, dans lequel les enseignants doivent, c'est une prescription dans les programmes, discuter des connaissances de l'environnement, de l'utilisation responsable de biens et de services, de conscientiser ou de faire appel à des aspects socio-économiques et éthiques, puis discuter des enjeux de construction d'environnement sain dans une perspective de développement durable. Donc, c'est dans les programmes de manière transversale pour toutes les disciplines. Or, comme on le verra, quand on n'associe pas malheureusement souvent des enjeux à une discipline, quand c'est de la responsabilité de tous et de toutes, c'est de la responsabilité de personne. Et c'est aussi un défi qui a pu être vécu. Dans une deuxième perspective, et c'est là où j'ai pu intervenir à l'époque au Québec, on a créé des programmes, et monsieur le ministre en parlait un peu, au lycée notamment, on a pu intégrer des préoccupations environnementales dans 3 programmes disciplinaires spécifiques en sciences. Donc, on a pu le faire dans le programme de sciences et technologies de la 1e à la 4e secondaire, donc pour les élèves de 13 à 16 ans. En sciences et technologies de l'environnement, qui est un programme optionnel pour les élèves avancés en sciences, et ils ont donc toute une année autour de diverses et d'une série de préoccupations environnementales, et un autre programme optionnel qui s'appelle sciences et environnement en 4e secondaire. On l'a fait de manière disciplinaire dans 2 perspectives. D'une part, en l'intégrant dans une compétence disciplinaire obligatoire où tous les élèves en sciences, à partir de la 1re année du collège, doivent réaliser des analyses socio-scientifiques, doivent comprendre des enjeux, les analyser, y retirer des éléments associés au contenu scientifique, mais aussi faire une analyse d'impact, des impacts sociaux, environnementaux. Donc, ceci est prescriptif, obligatoire, c'est dans les programmes. Et à travers donc, la structuration des programmes de 4e secondaire, donc ce seraient les programmes juste après le collège au Québec, on a organisé tous les contenus des programmes de sciences selon leur possibilité de comprendre des problématiques environnementales, j'insiste, comprendre des problématiques environnementales. Donc, tout le contenu est organisé autour de l'eau potable, l'énergie, les changements climatiques, la forêt, l'alimentation, les matières résiduelles. Ce qui fait qu'au final, au Québec, on a intégré, on propose dans ce qu'a pu présenter M. Marchand, que dans l'une des orientations qui émanent de la COP, qui émanent des propositions internationales, on propose de notamment changer les programmes. C'est ce qu'on a fait au Québec, c'est ce qu'on a fait au Canada. Champagne pourrait se dire certain, c'est réglé, on a intégré tout ça, la vie est belle, c'est terminé.
hurrah, et on peut passer à autre chose. Pourtant, dans le même article de PLOS ONE, on indique que bien qu'on ait partout à travers le Canada inscrit les changements climatiques dans les programmes, on observe un fossé en ce que disent les gouvernements et se croient les citoyens. 61% des Canadiens pensent que les données scientifiques sont concluantes quant à l'existence du réchauffement climatique. Ce qui fait qu'on a 39% des Canadiens qui croient que les changements climatiques, c'est une invention. D'accord? Il va de soi que donc la conclusion de l'article que l'éducation au Canada n'a pas suffisamment convaincu les jeunes de l'ampleur de l'urgence de ce problème. Au Québec, on a vécu une série d'enjeux associés à l'intégration des préoccupations environnementales. Dans une petite étude que j'ai pu faire au début des années 2000, on est allé voir des enseignants dans leurs pratiques pédagogiques. Donc, on a suivi des enseignants pendant une année scolaire, on les a interviewés, on leur a demandé de nous parler de leurs pratiques, on est allé les filmer. Au bilan, on a observé que ces enseignants-là, à qui on a donné de nouveaux programmes qui intègrent des préoccupations environnementales, en fait, ils n'ont pas vraiment intégré des préoccupations environnementales dans leur pratique. Très peu d'éléments dans leur discours ou dans leurs pratiques observées ont pu être observés. Et la plupart du temps, quand on parlait d'environnement, on parlait d'environnement pour comprendre un concept scientifique, mais pas vraiment pour creuser et comprendre une problématique dite environnementale. Ce qui fait que au final, on a pu identifier à travers mes travaux, ceux de la chaire, ceux de collègues à Montréal, à l'UQAR ou à l'Université de Montréal, on a pu tenter de commencer de comprendre pourquoi, au final, on avait, malgré qu'il y a prescription dans les programmes, assez peu d'intégration des préoccupations. Donc, dans le contexte québécois, et ça c'est mon collègue Patrice Potvin à l'UQAM qui a apporté cette question des cibles, on observe au Québec, mais souvent partout dans le monde, et comme co-titulaire de la chaire UNESCO de développement curriculaire, je travaille avec beaucoup d'équipes qui sont en réforme éducative, et souvent dans les grandes intentions, on a de grands vœux, de grandes aspirations, légitimes certes, mais on veut intégrer dans les programmes des compétences transversales, l'environnement, les changements climatiques, les risques et les catastrophes. Dernièrement, on nous demandait aussi d'intégrer les préoccupations associées à la conduite automobile en sciences. Bref, ces grandes cibles-là font en sorte peut-être qu'on dilue à certains égards le message. La multiplication des cibles fait en sorte qu'il est très difficile pour les enseignants, surtout de manière très pragmatique, quand on demande à ces enseignants-là éventuellement d'évaluer les savoirs essentiels, les compétences disciplinaires, les compétences transversales et même peut-être des domaines généraux de formation, les éléments d'éducation à l'environnement. Donc, cette multiplication des cibles-là dans les programmes peut devenir en quelque sorte une forme de frein à l'intégration réussie ou à la mise en œuvre réussie des programmes. Causes multiples, au Québec, on a réalisé que le frein principal à l'intégration des préoccupations environnementales, c'est le fait qu'on les a surtout intégrées juste après le collège, en 4e secondaire, mais qu'en 4e secondaire, il y a aussi un examen national, le seul en sciences, et dans cet examen-là, on ne parle pas d'environnement. Donc, les enseignants tout à fait responsables vont enseigner un programme qui est complètement organisé autour de problématiques environnementales, mais dans les faits, ces enseignants-là, en toute responsabilité pour la réussite de leurs élèves, vont transmettre les contenus scientifiques pour favoriser la réussite de leurs élèves. On a aussi vécu, et on va revenir, vous êtes plus vite que moi sur le bouton, des enjeux épistémologiques à l'égard de l'intégration des sciences, de la technologie et de l'environnement. Là, le programme s'appelle « Sciences et technologies de l'environnement ». On a réalisé que des enseignants de sciences souvent se perçoivent, je dis bien souvent, comme étant des scientifiques. Un scientifique, c'est objectif. C'est loin de son objet. On veut mesurer des choses, on ne veut pas influencer, en quelque sorte, l'expérience ou le déroulement de l'investigation scientifique. Si je demande à un enseignant de sciences de développer des valeurs de protection de l'environnement, là, on est ailleurs. On sort cet enseignant-là de certaines de ses valeurs lui-même ou de sa définition qu'il peut avoir pour son métier. Et des enseignants ont exprimé des malaises, des résistances à aborder des questions compliquées, des questions socialement vives avec leurs élèves. Ils ont été souvent assez peu formés. On a observé qu'il y avait assez peu de matériel conforme et réaliste qui, au final, avait été produit pour ces enseignants-là. Il y a eu du matériel, mais au Québec, le matériel est produit par des éditeurs privés. Or, ces éditeurs privés-là, ils ont eu une période d'environ 4 mois
pour élaborer du matériel pédagogique avec assez peu de communication avec la direction du curriculum, ce qui fait que le matériel a été produit un peu à l'aveugle, et ce qui fait que dans les faits, les enseignants ont reçu du matériel pédagogique où il n'était pas possible de complètement les mettre en œuvre puisqu'ils n'avaient pas été testés et expérimentés. En gros, le matériel dépassait largement la possibilité de l'intégrer dans une année. Un même manuel, dans les premières années d'implantation, aurait pu être utilisé pendant 3 ans plutôt que dans une année. Il faut mentionner aussi qu'au Québec, nous n'avons aucun processus de suivi des enseignants. Les enseignants, une fois qu'ils sont permanents, et la majorité des enseignants qui sortent des universités sont automatiquement, entre guillemets, sous brevet et obtiennent assez rapidement une certaine forme de permanence. Dès qu'ils sont permanents, ils ne sont jamais évalués. Il n'y a pas d'inspecteur. Les conseillers pédagogiques ont essentiellement un rôle de conseillance. Mais si un enseignant refuse la place d'un directeur d'école dans sa classe, c'est tout à fait possible. Et donc, ces éléments-là font en sorte que l'implantation de ces programmes, de ces prescriptions, ont été difficile. Très peu de formation continue a été donnée aux enseignants au sujet des problématiques environnementales, au sujet des différentes dimensions associées à ces problématiques environnementales-là. Donc, il y a des dimensions éthiques, politiques, économiques, et les enseignants de sciences étaient assez peu formés sur ces dimensions-là, ce qui fait qu'au final, intégrer des préoccupations, des problèmes environnementaux dans une salle de classe de sciences, quand on ne connaît pas bien les enjeux économiques et politiques et comment les aborder avec des élèves, c'est complexe. Et très peu de formations au Québec ont été données aussi à l'égard de modèles didactiques de l'interdisciplinarité. Comment, moi, enseignant de sciences, je vais intégrer des fois des perspectives plutôt en sciences, des fois plutôt en technologie, des fois plutôt en environnement. Comment cette intégration-là dans le quotidien, dans le courant, sur l'échelle d'une année, mais aussi sur l'échelle d'un semestre ou même d'un cours, quels sont les modèles gagnants, efficaces dans cette intégration-là? Et ça fait partie des enjeux qui ont pu être observés par nous et des collègues. Et peu d'adaptation ou pas d'adaptation de la formation continue. Nous avons implanté de manière obligatoire en 2003 au primaire, puis en 2006 des programmes du secondaire qui impliquent des préoccupations environnementales. Or, quand on regarde le cursus de formation universitaire dans des programmes à l'UQAM, à l'UDM, à l'UQTR ou dans différentes universités canadiennes ou québécoises dans ce cas-ci, mais dans des programmes de 4 ans, les meilleures universités ont un cours de 45 heures sur les préoccupations environnementales et c'est tout. À l'UQAM, il n'y en a pas. D'accord? Et donc, pour différentes raisons, différents contextes, il est complexe dans une grande formation de sensibiliser des collègues universitaires sur la réelle nécessité, même en 2024, d'avoir un cours spécifique sur l'environnement. Parce que chez mes collègues universitaires, ce qui est souvent important, ce sera leur matière. On va former des enseignants de sciences aux sciences. Et puis à l'évaluation des apprentissages, à la didactique, au stage, etc. Mais sur des préoccupations souvent externes, comme l'éducation et l'environnement, on n'a pas pu arriver à transformer ces intentions-là, notamment dans la formation de nos étudiants. Donc, une série de problèmes, d'enjeux d'alignement. Je suis co-titulaire d'une chaire UNESCO de développement curriculaire et le concept central qu'on peut mettre de l'avant, c'est cette idée d'alignement curriculaire où, au final, on va vouloir, entre le prescrit, puis éventuellement dans les changements de pratique des enseignants pour arriver à des programmes qui sont réalisés sous forme d'apprentissage réel des élèves par des apprenants, on doit nécessairement aligner les grandes intentions éducatives, le régime pédagogique, le volume horaire, les programmes d'études, avec ensuite la formation des enseignants, avec ensuite la formation initiale, la formation continue, l'évaluation des apprentissages. Si on se contente de rester dans les programmes, au final, peut-être comme au Québec, on arrive à avoir au final assez peu d'impact. Et que dans les pratiques curriculum implantés ou réalisés, on voit assez peu finalement ces préoccupations-là qui apparaissent chez les élèves. Regard prospectif, d'une part, je veux insister sur la pertinence d'une approche dite systémique. M. Marchand en a parlé, ce regard systémique de si on veut changer les programmes, si on veut changer tout le système éducatif, on se doit d'avoir une approche
orienté sur cette perspective-là où, oui, on va changer les programmes, mais on doit faire un planning, un plan dans le temps dans lequel il y aura en cascade une série d'opérations qui leur seront associées. Avec Mohamed Miled, on a travaillé l'an dernier, c'est un document qui est encore en validation sur cette espèce de grand processus global de transformation d'un système éducatif entre une vision et toutes les étapes de planification, d'élaboration, d'expérimentation, de généralisation et d'évaluation. Mais ce grand processus-là implique nécessairement et rarement les systèmes éducatifs avec lesquels on travaille arrivent à avoir une feuille de route de toute une réforme et que cette feuille de route-là soit plus longue que le régime actuel du ministre de l'Éducation. Souvent, mettre en place cette réforme-là, ça prendra 7 ans, 10 ans, 15 ans. Au Québec, nous sommes presque 18 ans plus tard, l'implantation des nouveaux programmes. Et au final, on a eu certains impacts, mais aussi beaucoup de défis. Et souvent, le ministre en place, dans une perspective politique, voudra connaître la feuille de route de son mandat de 4 ans ou 5 ans. Mais je vais insister dans les faits ici que pour implanter de manière efficace et pour passer du curriculum officiel au curriculum réalisé, les directions des curricula et les différents ministères doivent penser sur le long terme et adopter une feuille de route qui sera sur des approches beaucoup plus longues. En termes peut-être d'une vision prospective de pédagogie didactique, je ne peux passer sous silence cet excellent ouvrage de ma directrice de thèse, mais qui, même s'il a été publié en 1997, présente à mon sens les fondements de comment intégrer les préoccupations environnementales à l'école. Donc ce livre « Pour une éducation relative à l'environnement » présentait à l'époque, et c'est encore complètement d'actualité, un certain nombre de réflexions didactiques. D'une part, la nécessaire diversité des visions de l'environnement qui doit être présentée aux élèves. On a trop souvent tendance, et on a observé dans beaucoup de travaux, et j'y arrive juste ensuite, que les enseignants ont tendance à présenter seulement des problèmes. On parle de développement économique, mais au final, il existe d'autres dimensions de l'environnement, et c'est dans le rapport à l'environnement qu'on va être capable de former des élèves sensibilisés et qui deviendront responsables. Et ce rapport-là, pour le favoriser, ce sera dans une vision peut-être d'un environnement dit nature. Je veux que l'élève développe une affection pour son environnement autour de lui, et ce n'est pas qu'en lui parlant que de problèmes qu'au final, il va développer cette affection-là ou son rapport à l'environnement. Dans une perspective didactique, nécessaire diversité des approches éducatives. Trop souvent au Québec et un peu partout dans le monde, on éduque au sujet de l'environnement ou par l'environnement comme thématique. Mais il y a aussi des approches où on vise à mettre les élèves en action dans la résolution de problèmes environnementaux, donc l'éducation pour l'environnement, ou d'amener les élèves dans l'environnement pour développer ce rapport à l'environnement. Lucie parle de diversité de modèles pédagogiques et l'approche par problème, par projet, j'y reviens, mais insiste beaucoup sur le développement de la connexion de l'enfant pour son environnement. Cette connexion-là, très tôt dans son cycle du primaire, fera en sorte que c'est probablement dans cet aspect-là qu'au final, plus tard, comme adultes et comme citoyens, on aura des élèves qui auront été en quelque sorte transformés à l'égard de leurs préoccupations pour l'environnement. 2 grands rapports très, très, très récents. Donc, tantôt, M. Marchand parlait de cette coalition, ce partenariat pour l'environnement. Donc, il y a 2 semaines, on a proposé ce nouveau guide, le Greening Curriculum Guidance. Et ce guide-là, qui est actuellement seulement en anglais, qui sera publié sur le site de l'UNESCO, propose d'abord une série de propositions, une aide technique aux différents ministères de l'Éducation et dit, voici ce qu'on devrait faire en 7e année, en 2e année ou en 10e année en sciences, quels sont les contenus et les compétences qu'on devrait avoir dans les sciences, mais aussi dans d'autres disciplines. Dans le rapport et dans l'analyse internationale de plus de 150 pays, on observe malheureusement, c'est en quelque sorte une critique, qu'on a surtout misé sur des apprentissages cognitifs. La plupart des pays qui ont intégré les préoccupations environnementales ont voulu s'assurer que les élèves connaissent les enjeux, notamment dans les programmes de sciences, mais qu'au final, on insiste beaucoup qu'il est important qu'on voit le rapport à l'environnement aussi dans sa perspective sociale, dans sa perspective
émotionnelle et dans une perspective pédagogique d'action concrète. Ce qu'on propose dans ce rapport, c'est que non seulement on amène des élèves à comprendre la problématique des changements climatiques, mais qu'en salle de classe, les élèves puissent être en action pour contribuer à résoudre de manière locale cette problématique-là. Si on ne va pas jusqu'à l'action en salle de classe, ben au final, c'est ce qu'on conclut dans ce rapport, on passe peut-être à côté de la cible qui est celui d'éduquer à l'environnement ou au changement climatique. Comment on devrait apprendre? Par un apprentissage, et on insiste beaucoup là-dessus, expérientiel et réflexif, par l'interdisciplinarité et par une évaluation cohérente et alignée sur le quoi et sur le comment. Si on veut mettre de l'avant dans nos programmes un apprentissage expérientiel, des réflexions, ça veut aussi dire qu'on doit éventuellement évaluer les élèves sur leur réflexion et sur leur prise d'action. Et souvent, il y a des décalages entre ce qui est prescrit dans les apprentissages et ce qui est évalué éventuellement. Deuxième document qui vient d'être publié la semaine dernière, donc le GEM Report, le Global Education Monitoring Report de 2024. À chaque année, une division de l'UNESCO s'intéresse à une grande problématique et propose donc un autre document qui, malheureusement, est encore en anglais, sera bientôt traduit en français, rappelle la même chose. Majorité des programmes à travers le monde sont strictement organisés sur le connaître. Peu de programmes réformés sont parvenus à générer davantage de responsabilité environnementale chez les élèves. Et c'est un peu l'enjeu. C'est une chose, et c'est le Saint Graal, que d'essayer de comprendre comment on pourra former des élèves et que ces élèves-là, en salle de classe, comme citoyens, prendront au quotidien des actions à l'égard de la protection de l'environnement et à l'égard des enjeux environnementaux dans cette perspective d'y contribuer. Que cet élève citoyen-là, en 2024, un jour, sera même prêt à payer plus cher des produits, des services, pour pouvoir protéger l'environnement dans lequel il évolue. Dans le GEM Report ou dans la Coalition mondiale de l'éducation, on propose cette idée de stratégie pédagogique. On rappelle que les stratégies pédagogiques efficaces pour engager les jeunes, et ça vient de différentes revues systématiques, c'est l'approche par problème, l'approche expérientielle et des activités terrain. Donc, si on veut être capable d'amener ces élèves dans cette perspective-là, dans les prescriptions curriculaires, cela implique qu'on mette de l'avant l'approche par problème, qu'on mette de l'avant cette approche expérientielle, mais aussi que ce soit évalué de manière obligatoire dans les programmes. Diverses revues systématiques ont conclu que les dimensions sociales, politiques et économiques étaient absentes de beaucoup de programmes d'études. Un peu peut-être comme on le propose ici, ce n'est pas anodin peut-être, mais on a un colloque sur l'enseignement des sciences et l'éducation au développement durable. Mais ce qu'on dit, et c'est un clin d'œil, si on veut avoir une approche globale qui va permettre de former ses élèves et de passer au curriculum réalisé, on doit aussi aller en sciences sociales. On doit aussi aller dans des perspectives politiques et des perspectives économiques pour qu'on soit éventuellement capable de comprendre les interconnexions. Les conflits environnementaux, ce sont des conflits de valeurs entre des groupes sociaux. Donc, ces aspects-là des valeurs doivent être éventuellement abordés et ce sont des politiques publiques qui vont parvenir à éventuellement pouvoir faire en sorte qu'on observe des changements et ces dimensions sociales et politiques, pour un enseignant de sciences, sont souvent assez abstraites et cet enseignant-là doit être formé sur ces perspectives-là. Peut-être deux citations pour conclure mon exposé. Première citation que je trouve extrêmement riche et intéressante de ce groupe de travail d'éducation de la Conférence des Nations Unies pour le développement durable, le Rio + 20, qui dit « L'éducation dont nous avons besoin pour le monde que nous voulons. Développer des itinéraires politico-pédagogiques en fonction des besoins non satisfaits des populations, des exigences de durabilité des territoires spécifiques à partir de leur propre culture, des économies locales, d'une relation plus juste avec les marchés mondiaux, de leur propre structure de l'emploi, des capacités de charge de leur écosystème. Tout ça pourquoi? Pour réussir à construire le bien-être humain en harmonie avec la vie et la terre-mère. C'est le grand programme international qui est orienté sur une perspective très locale et qui fait en sorte que localement, dans chaque culture, dans chaque État, on pourra parvenir au final à résoudre tous ces défis.
Dernière citation de Barack Obama qui dit « Nous sommes la première génération à ressentir l'impact du changement climatique et la dernière génération qui peut faire quelque chose à ce sujet. » Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et je crois qu'on avait au programme une période de questions ou d'échanges. Vous pourrez me diriger là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Patrick, pour cette très riche conférence. Tu as bien dépeint effectivement les défis qui étaient à relever et les recommandations. Merci beaucoup aussi pour les références à la fin. Donc effectivement, nous avons maintenant une séance donc, de questions ou d'interventions. Donc n'hésitez pas à interpeller Patrick pour donner également des exemples dans vos propres pays et éventuellement de demander des précisions. Donc on vous laisse la parole pour une petite dizaine de minutes. Merci beaucoup. Je vais directement m'adresser à M. Patrick Charland. Je suis Yann Tarakoutoundamav de l'ONG Défi. Nous avons diffusé, contextualisé la main à la pâte, je ne sais pas si l'assistance connaît ça. C'est une pédagogie active pour faire aimer les sciences et les techniques en primaire. Maintenant, à Madagascar, on a déjà évolué ici jusqu'au collège. Ce qui m'interpelle dans votre exposé, c'est justement comment apprendre. Vous avez parlé de l'approche apprendre réflexif et expérientielle. Après, vous avez dit on devrait évaluer. C'est justement notre difficulté quand on va faire la démarche d'investigation. Est-ce qu'on évalue seulement la connaissance acquise ou est-ce que, il me semble faut comprendre qu'il fallait aussi évaluer les réflexions des enfants et aussi toute la démarche. Avez-vous des grilles? Moi, je suis très opérationnelle. Je viens du terrain, donc ça m'intéresse beaucoup d'avoir des outils. Merci. Merci à vous. Et vous mettez le doigt sur un élément important. Souvent, dans une décision plus ou moins appuyée et réfléchie, sans comprendre les impacts de ça, le ministre, le cabinet va décider que notre pays se lance dans l'approche par compétences. Et là, ça vient avec une série de défis d'orientation. Et moi, j'ai travaillé dans des pays qui sont en PPO, des pays qui sont en approche par compétences, d'autres pays qui sont basés sur des standards, des normes ou l'approche basée sur des résultats d'apprentissage. Mais souvent, cette cohérence-là doit aller jusqu'au bout. Dans ce que vous dites ici, par exemple, si un système éducatif en sciences veut mettre de l'avant une approche d'investigation scientifique, ça implique aussi on dit souvent en évaluation, evaluation drives curriculum, que l'évaluation est un peu la locomotive du programme. Mais si on ne va pas jusque-là en évaluation, les enseignants ne vont pas le faire et souvent les enseignants vont le faire assez peu souvent. Par contre, si l'examen national, il y a des États où il y a un examen national de laboratoire, dans lequel on va donner un problème à l'élève et en laboratoire, il doit mener une démarche d'investigation pour le faire, mais là, on va ailleurs. Ceci vient avec des défis de matériel dans certains systèmes éducatifs, ou pour avoir un examen national de laboratoire, toujours faut-il avoir des laboratoires avec un peu de matériel pour le faire. Mais ça vient aussi avec des défis de l'évaluation. On l'a vécu, et vous viendrez me voir, j'ai un excellent site avec des grilles d'évaluation critériés de compétences, où par indicateur de démarche d'investigation, on est capable d'évaluer les compétences dans la mise en œuvre des élèves de leur démarche d'investigation, mais aussi dans d'autres types de compétences d'analyse réflexive. La compétence que je vous ai présentée plus tôt est une compétence de prise d'opinion, de prise de position, et donc comment émettre une opinion éclairée à l'égard d'un sujet scientifique. Il y a d'autres systèmes éducatifs qui ont pu élaborer ce genre d'outils-là. Et donc, cette idée du choix d'une approche à la fin et de vouloir pour de bonnes raisons, notamment dans le cas des préoccupations environnementales où on veut développer des citoyens critiques qui sont capables de comprendre les enjeux socio-scientifiques. Si on ne leur parle que de connaissances, les deux grands rapports qu'on a présentés aujourd'hui, au final, montrent qu'on a assez peu d'impact, qui vont se souvenir sur le très court terme de ce qu'ils ont vu, mais que sur le long terme, quand ils seront plus tard des adultes, des citoyens, des gens qui votent, ces personnes auront été assez peu marquées par leur cours, aussi orientées sur des préoccupations environnementales, soit-il, sauf
Si on a parlé avec eux de valeurs, on les a mis dans l'action, on les a sortis de l'école et on les a amenés dans des environnements locaux et qu'éventuellement, on les a évalués à l'égard d'une série d'indicateurs ou de compétences ou de savoir-faire qui leur étant associés. Donc oui, il existe des outils et on pourra en discuter avec grand plaisir. Merci. Bonjour à tous, merci Patrick pour l'intervention. Si je peux répondre, parce qu'en fait je m'appelle Mathieu Farina, je travaille pour la fondation L'Âme à la Pâte. Et la collègue justement expliquait qu'elle avait développé nos outils, j'interviendrai demain. C'est juste pour dire que justement à la fondation on a développé depuis des outils pour évaluer les connaissances d'une part, parce qu'on veut s'assurer que les projets mènent à l'apprentissage des connaissances, mais aussi des outils pour évaluer la démarche d'investigation et l'appropriation des élèves de cette démarche. On a développé un projet qui s'appelle Esprit scientifique, esprit critique, où on montre comment apprendre la démarche de manière explicite aux élèves permet de forger leur esprit critique et leur capacité à évaluer, à distinguer opinion et connaissance. Donc c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre apprentissage. Et pour revenir, donc je présenterai un peu des choses dans ce sens-là demain. Et pour revenir sur l'intervention que j'ai trouvée vraiment très enrichissante, on développe pas mal de réflexions autour de l'importance de la psychologie cognitive et sociale et faire comprendre aux profs et aux enseignants les enjeux, ce qui se passe, les recherches psychologiques à l'œuvre dans l'esprit de leurs élèves, dans leur propre esprit à eux. C'est quelque chose que tu n'as pas forcément abordé, mais est-ce que c'est une dimension qui est présente dans les travaux C'était dans les slides, mais effectivement, c'est fondamental. Cet enseignant de sciences-là qui veut, dans une partie de son nouveau mandat, du mandat renouvelé de former des élèves aux préoccupations environnementales, il doit lui-même être convaincu. Il doit comprendre les enjeux évidemment scientifiques qui sont associés, mais toute la perspective sociale et les rapports de valeur, de pouvoir associés aux différentes problématiques. Pour qu'on puisse le convaincre, on doit en tout cas en parler, le former en formation initiale ou en formation continue. Et ça, souvent, c'est encore assez défaillant dans la majorité des systèmes éducatifs qui l'ont mis en place. Ça a été le cas chez nous, mais dans les rapports très récents de la coalition ou dans le rapport du GEM Report, c'est bien mis de l'avant, cet aspect-là, et que le temps de formation doit y être associé. Et en écho avec ce qu'on disait juste avant, c'est important de comprendre que, et c'est ce qu'on observe partout, on arrive dans une équipe, on travaille avec des concepteurs, et le premier réflexe, c'est de dire, bon, on va réformer notre programme, on va prendre les anciens concepts, on va les remettre un peu à jour, et on va ajouter des compétences, ajouter de l'environnement, et on va conserver le même volume horaire. Et donc, magiquement, ça ne fonctionnera jamais. Au final, il y a de grandes discussions, de grands débats pour réduire le contenu. L'UNESCO et le BIE, avec qui je collabore souvent, on parle de la surcharge curriculaire, en anglais du curriculum overload. Donc, si on garde les mêmes volumes horaires, et dans souvent pays, ils sont un peu plus courts que partout dans le monde, mais si ce même volume horaire-là prévoit le développement de compétences et l'évaluation de compétences en action, mathématiquement parlant, on doit réduire le nombre de concepts prescrits, avoir un nombre de compétences très ciblées et de s'assurer que l'enseignant il ait du temps, pragmatiquement parlant, pour développer les compétences, sortir à l'extérieur, se rendre sur le site, extraire les enjeux pertinents pour éventuellement qu'on évalue peut-être dans un autre site sur le terrain. Donc, cette idée d'aller jusqu'au bout fait en sorte qu'on aura certainement plus d'impact. Si on y va, allons-y complètement ou allons-y pas du tout. C'est un peu le sens de ce qui est important de mettre de l'avant. Alors, bonjour, Micheline Joanne-Durand du Conseil scientifique. Alors, je pense qu'au-delà des approches, que ce soit PPO, approche par compétences, au-delà du programme qui souvent fait une liste de concepts, je pense qu'il faut amener les enseignants à bâtir des situations d'apprentissage qui sont contextualisées et authentiques. Alors, dans la thématique qui nous intéresse, je prends par exemple le cas de Maurice qui a connu il y a quelques années un déversement de pétrole. Alors, quel beau événement, dans le fond, pour faire travailler les élèves sur quelle serait la façon la plus efficace pour, dans le fond, repêcher cette pluie de pétrole-là pour s'assurer de la qualité de nos plages et de notre eau. Alors, les enfants, à ce moment-là, ils peuvent travailler
en groupe, ils peuvent confronter des idées, émettre des hypothèses, faire une démarche scientifique, utiliser un matériel qui est un matériel qui peut être de la récupération, des éponges, toutes sortes de choses qu'ils peuvent essayer d'imaginer et trouver une solution. Et à travers tout ça, bien, ils vont travailler au niveau des langues, ils vont travailler les mathématiques, et tout ça dans un esprit d'agir, comme tu disais, les mettre dans l'action. Alors, je pense qu'il faut aussi amener les enseignants à avoir cet espace-là de création pour qu'ils puissent utiliser l'actualité, qu'est-ce qui se passe dans leur quotidien pour mettre les élèves en situation de problème afin qu'ils trouvent des solutions. Et qu'est-ce qui est intéressant dans ce contexte-là, c'est qu'il n'y a pas une seule solution. On va regarder les différentes solutions proposées et après ça, on va essayer de voir quelle est la meilleure solution selon les conditions et selon les ressources du milieu. Alors, je pense que c'est en faisant des petits pas comme ça qu'on va arriver tranquillement avec nos jeunes à adopter un agir et une conscience de l'environnement et qu'on va passer au-delà des connaissances. Alors, je pense que le colloque qu'on a pour aujourd'hui et demain devrait aussi nous amener à construire comme ça des situations qui sont vraiment propres et contextualisées à chacun de vos milieux. Merci. Merci et bien peu à rajouter. Là. J'adhère complètement dans ce que vous dites, mais j'insisterai en écho avec ce qu'on disait dans la discussion. Je crois que de plus en plus, les décideurs des systèmes éducatifs sont absolument d'accord en théorie, mais que dans la pratique, malheureusement, des enseignants n'ont pas encore le temps et l'espace pour pouvoir le mettre en œuvre dans les nouveaux programmes. Donc, dans la conception des programmes, cette idée de réduction des prescriptions pour laisser le temps aux enseignants d'élaborer ou qu'on leur fournisse des situations d'apprentissage riches, complexes, interdisciplinaires qui mènent en l'action, mais qu'après ça, ils aient aussi le temps et l'obligation d'évaluer l'action. Et ça fait en sorte qu'on se rend au bout de la roue. Si on laisse libre l'enseignant, c'est sûr qu'on est d'accord, par petits pas, lentement mais sûrement, on va y arriver. Mais si on laisse actuellement, maintenant et depuis 20 ans, on a laissé les enseignants assez libres de le mettre en œuvre. Et souvent, on observe que ça ne se rend pas jusqu'à l'élève, jusqu'à la réalisation. Le curriculum qui est, oui, implanté, mais éventuellement appris et réalisé. Malheureusement, on n'est pas encore rendu là. Et c'est le sens, ou en tout cas des rapports récents qui observent certains défis encore à l'égard de la mise en œuvre et des apprentissages dans l'action. Madame Elicanto, avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans sur Zoom. Oui, bonjour tout le monde. Elkantra Koutvouloul, la directrice en charge des curricula et de la recherche pédagogique au sein du ministère de l'Éducation nationale et en même temps point focal du programme Apprendre à Madagascar. Oui, Patrick, comme tu l'as dit, on a déjà beaucoup travaillé ensemble dans l'élaboration des nouveaux programmes d'études qui sont aujourd'hui expérimentés à Madagascar. Patrick a été notre expert, enfin je dirais entre guillemets, celui qui nous a accompagnés dans l'élaboration de ces nouveaux curricula et surtout l'intégration de cette thématique d'éducation au développement durable dans la discipline sciences et technologies. Peut-être que lorsque j'ai écouté l'intervention de monsieur Jacques Marchand et celle de Patrick, il y a 2 éléments qui convergeaient et qui m'a titillé et que je voudrais que vous partager ou éclairer un peu par rapport à l'EDD, la transdisciplinarité dans le concept de Patrick Marchand. Dans le tien, c'était l'interdisciplinarité, la pédagogie de l'interdisciplinarité, parce que c'est là que c'est cette décloisonnement qui nous pose problème maintenant dans notre champ expérimental. Les enseignants n'arrivent pas encore à comprendre que dans les réformes aujourd'hui, il faut penser interdisciplinaire et surtout si on veut intégrer les valeurs de l'EDD, c'est pas seulement penser à science, mais aussi
aux disciplines littéraires. Je ne sais pas si Patrick pourrait nous partager des modèles concrets réalisés au Canada et si aussi possible une littérature qui pourrait que tu pourrais partager au ministère pour vraiment étoffer nos acquis en termes de EDD et interdisciplinarité. Merci. Merci beaucoup, absolument. Puis je pense qu'il existe aussi plusieurs types d'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'au Québec, on est passé de programmes où on avait un enseignant qui était un biologiste, formé en biologie, qui allait donner un cours de biologie en 7e année. Puis il y avait aussi un enseignant de physique, comme physicien, qui allait donner un cours de physique en 8e année. Dans plusieurs pays, on a des enseignants formés en physique-chimie et en sciences de la vie et de la terre. Beaucoup des perspectives interdisciplinaires qui tendent à se mettre en place dans beaucoup de systèmes éducatifs, et un des premiers programmes à le faire, c'était l'État de l'Alabama aux États-Unis, où on a dit aux enseignants, vous n'allez plus être des scientifiques d'une discipline, mais bien des enseignants de sciences qui allaient donner des cours de sciences et dans lesquels il y aura, autour de questions scientifiques complexes, de situations d'apprentissage, il y aura de la physique, de la chimie, de la biologie et même de la technologie. Donc ça, c'est un premier noyau, je dirais, d'interdisciplinarité et on peut l'élargir. Il y a des liens à faire éventuellement avec le territoire et la géographie, puis éventuellement avec l'histoire des sciences et avec l'histoire. Il y a des liens dans les programmes américains qui commencent à s'implanter un peu partout dans cette première vision-là des STEM ou du STEAM, où on intègre les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Ça fonctionne très bien au primaire. Mais quand on arrive plutôt au collège, selon la formation initiale des enseignants, souvent qui va être très pointue, et selon, je dirais, le champ de qualification de cet enseignant-là, là, il y a des défis que vous vivez certainement actuellement à Madagascar. Donc, il y a toute une réflexion sur comment on forme l'enseignant, oui, dans les premières années d'implantation des programmes, mais est-ce qu'on arrive éventuellement à faire le saut où l'enseignant du secondaire, comme c'est le cas au Québec et dans d'autres programmes un peu partout dans le monde, notamment à Singapour, l'enseignant, il est d'un enseignant de toutes les sciences et de la technologie et des mathématiques. Et donc, ce mandat-là dans le rapport à la discipline et à la formation, dès le départ, est peut-être à réfléchir. Ensuite, il existe différents modèles didactiques là, pour intégrer les sciences entre elles ou des propositions interdisciplinaires. Ceci dit, en 2024, on doit quand même faire le constat qu'il n'y a rien de magique. Pour faire des apprentissages en sciences et en mathématiques en même temps, très peu de pays peuvent prétendre avoir réussi. Souvent, on aura une discipline qui sera au service de l'autre. J'enseigne les mathématiques et je me sers du contexte des sciences pour le rendre concret et intéressant, ou j'enseigne les sciences, mais j'ai besoin de l'outil mathématique pour arriver à la fin de ma résolution de problème. Mais dans une réelle perspective de STEAM intégré ou d'interdisciplinarité entre souvent les arts, les sciences et la technologie, par exemple, au hasard comme ça, c'est assez rare les milieux et c'est souvent assez anecdotique, malheureusement encore, qu'on y arrive réellement à cet idéal ou à cette vision de l'interdisciplinarité pour plein de contraintes qui souvent sont des contraintes très, très administratives. Je suis un enseignant de sciences au Québec, j'ai 8 cours à l'horaire sur un horaire qui se décale dans une séquence de 9 jours. L'enseignant de sciences enseigne les sciences des fois le lundi, mais pas au même groupe, et la semaine d'après, c'est le mercredi. Ce qui fait que d'avoir pour ces 8 groupes des collaborations interdisciplinaires avec le prof d'art qui a une autre diagonale de cours, c'est extrêmement complexe. Et souvent, c'est dans la classe et dans la pratique et dans l'administration qui est associée, cette perspective interdisciplinaire, elle est souvent présentée, mais il y a de la difficulté à prendre dans la salle de classe pour des considérations souvent très, 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 très pragmatiques. On a élaboré, et je vois Jérôme qui veut que je termine, on a élaboré beaucoup de programmes dans cette visée interdisciplinaire-là, et souvent on a laissé aux enseignants le choix, et selon des collaborations souvent et des affinités personnelles, mais on n'a pas encore bien proposé des modèles qui permettent
de faciliter l'intégration des matières, souvent dans le même domaine, mais dès qu'on sort d'un domaine et on a 2 enseignants de 2 disciplines, ça devient souvent beaucoup plus complexe, et ce que vous vivez est vécu un peu partout dans le monde, mais on pourra en discuter avec grand plaisir. Merci. Merci, Jérôme. Merci Patrick, je ne souhaite pas que tu termines. Merci beaucoup pour ta conférence. Donc effectivement, on aura l'opportunité d'échanger tout au long de ces 2 prochaines journées. Il ne faudra pas hésiter à intervenir, à partager une fois de plus vos expériences. Patrick, tu auras l'opportunité une fois de plus d'intervenir.